matin tout le monde, il est 8h30. Nous allons débuter cette présentation, ce webinaire en direct de nos salons et nos bureaux à la maison. Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer cette rencontre, cette présentation, cet échange entre deux collaborateurs rapprochés de l'écosystème Onit et de Solercia. Donc, je vais me présenter. Par la suite, je laisserai tout l'espace à mes deux collaborateurs, dont Frédéric Blanchette. Je suis associé fondateur de Groupe Conseil Solercia, mais aujourd'hui, je porte le chapeau de chef d'expertise ressources humaines de Onit. Donc, Onit, qui est l'écosystème entrepreneurial et ressources humaines qui intègre les expertises, Onit, qui est l'écosystème ressources humaines entrepreneuriales avec lesquelles on a la chance de collaborer avec plusieurs entreprises rapprochées qu'on intègre dans nos projets tous ensemble. Et aujourd'hui, on a Patrick et Marie-Christine, que je vais présenter dans un instant, qui vont vous aborder sur la valorisation des entreprises sous l'angle de l'instauration d'une culture de talent. Donc, chez nous, chez Onit, on croit fortement à la valorisation de l'entreprise, à la capacité des entrepreneurs, des écosystèmes et des gestionnaires à avoir un impact positif sur la valorisation à long terme de l'organisation et l'instauration d'une culture de talent, comme vous allez le voir dans un instant, un impact majeur sur cet élément. Donc, je vous présente rapidement, mais je vais les laisser vous guider dans quelques instants. Donc, Patrick Bernier, qui est président, cofondateur de l'équipe Humania, donc qui est partenaire dans l'écosystème Onit depuis plus d'un an maintenant, et Marie-Christine Drolet, présidente de Atmanco, qui est une proche collaboratrice aussi de Solercia et d'Onit depuis plusieurs années. Moi, je ne serai que votre humble animateur ici. Je veux mettre la table en une seconde, là. Pour l'augmentation de la valorisation d'une organisation par l'instauration d'une culture de talent, bien, on veut évidemment, comme professionnel en gestion de ressources humaines ou entrepreneur, avoir un réel impact sur les organisations. Puis, une récente étude de Bridge en 2021 a clairement démontré l'impact d'une organisation apprenante et développée, orientée talent sur la profitabilité des organisations. Donc, le développement des employés a un impact majeur, donc voire jusqu'à 21% d'impact sur la profitabilité des organisations, 59% de diminution du taux de roulement, 20% plus de ventes, 10% d'une meilleure satisfaction de la part des clients, 17% de plus grande productivité. Et pourquoi? Principalement parce qu'on met l'employé à l'avant-plan, le développement intrinsèque de son impact sur l'organisation est mis de l'avant afin d'avoir un impact direct sur la valorisation de l'organisation et sa profitabilité à long terme. Patrick, je te laisse présenter ta portion de la présentation, Marie-Christine, par la suite. Fred a déjà mis en contexte un peu l'impact, puis c'est à travers notre expérience des dernières années, puis aussi des derniers mois, parce qu'on réalise des diagnostics sur la culture de gestion de talent dans plusieurs entreprises de 50 à 250 employés. Mais c'est sûr qu'on a identifié ce qui fait le succès, puis on va essayer, dans le peu de temps qu'on a, de vous livrer quelques bases, dans le fond, soit conceptuelles ou stratégiques pour bien positionner la gestion de talent. Ça, c'est mon rôle. Marie-Christine, de ton côté, toi, tu vas aller? Bien, en fait, c'est maintenant, à partir du moment où on a la stratégie, comment est-ce qu'on va vraiment faire ça va être quoi les actions qu'on va prendre pour développer notre culture talent, puis au final, valoriser valoriser notre entreprise. Super. Fait que, regarde, je pense qu'on est prêt. Lançons-nous dans cette belle aventure parce qu'en fait, je pense que déjà, dès le départ, ce qu'il faut réfléchir, c'est sur la vision. Se donner une vision de l'entreprise apprenante. L'entreprise apprenante, ce n'est pas un concept là, qui est nouveau, mais qui est encore assez un grand défi à mettre en place pour plusieurs raisons. Souvent, on va manquer de temps, etc. Mais regardons ce que c'est une entreprise apprenante. Puis déjà, ça peut vous amener à réfléchir, est-ce que je suis ou est-ce que mon entreprise est apprenante? Dans le fond, l'entreprise apprenante, c'est dans laquelle les gens développent sans cesse leur capacité à produire des résultats que eux souhaitent et que l'entreprise souhaite. Ils vont chercher des nouvelles façons de penser. Puis l'aspiration collective, dans le fond, est vraiment libérée. Dans le fond, les gens apprennent continuellement à apprendre ensemble. Puis aussi, un des faits assez importants,
Puis, vous allez reconnaître, pour ceux qui ont de l'expérience un peu à travers le développement de l'apprentissage, le développement des talents, mais c'est 70% de l'apprentissage qui se fait à travers l'expérience, puis 20% à travers les pratiques, puis uniquement 10% provient, dans le fond, des formations traditionnelles. C'est le concept du 70-20-10. Puis on l'a validé. On l'a validé à travers les 40 diagnostics qu'on vient de réaliser, que celles qui ont les meilleurs résultats sont ceux qui vont vraiment ont instauré, dans le fond, le mécanisme d'apprentissage par l'action, par les pairs, par le co-développement, par le mentorat. Et dans ces entreprises-là, on voit que la culture de feedback est fortement implantée. Dans le fond, on veut savoir si on fait les bonnes choses en permanence, que ce soit du gestionnaire au président à l'employé. C'est pas moi qui ai changé, je vais m'en occuper. Si vous voulez, pèsez pas sur les boutons. Donc, un autre aspect aussi que je veux aussi poser comme base, c'est le but. En fait, le grand but, c'est de développer le désir d'apprendre. Quand on est un enfant, la beauté de l'enfance, c'est qu'on a un état d'esprit qui est continuellement en développement. On est ouvert à saisir les opportunités, malgré qu'on ne les comprend pas toujours, mais on veut chercher à comprendre le monde dans lequel on est. Et c'est cet état d'esprit en développement-là, c'est pour ça l'image, dans le fond, de l'arbre, plutôt que l'état d'esprit fixe. Et dans cette perspective-là, dans le fond, j'essaie de vous amener à quelque part, c'est que l'apprentissage, c'est un muscle, comme l'entraînement. Dans le fond, notre corps s'habitue ou notre esprit s'habitue à apprendre. Et vous pourriez vous poser, et soit vous êtes un gestionnaire ou un employé, dans le fond, des questions à développer votre growth mindset, cet état d'esprit en développement. Je vais les lire, des questions avec vous. Parce que chaque soir, j'ai commencé, moi, à le faire assez récemment, mais je vais me poser des questions. Qu'est-ce que j'ai appris de ma performance aujourd'hui? Quelles mesures que j'ai prises pour mieux réussir aujourd'hui? C'est quoi les différentes stratégies que j'aurais pu utiliser? Puis comment j'ai persévéré malgré les défis? Ici, c'est intéressant parce que ce qu'on veut, on veut essayer de trouver ou ce qu'on recherche, c'est dans le fond, excusez-moi, je vais juste prendre mes notes ici, dans le fond, c'est développer la confiance. La confiance, dans le fond, qu'on peut faire des erreurs et que faire des erreurs, ça fait partie de l'apprentissage. Et en se mettant dans un état de conscience de ce qui est en train de se passer, comment vos employés, comment vous, comme gestionnaire, vous pouvez, dans le fond, vous donner droit à l'erreur et vous développer davantage. Je vous invite à le pratiquer à partir de maintenant. Donc, là, on a bien positionné l'idée de la vision de l'entreprise apprenante. On a regardé le but d'avoir des gens qui ont un growth mindset solide et qui sont désireux d'apprendre. Dans quelles conditions de succès on peut mettre les bases, dans le fond, pour développer l'entreprise apprenante au niveau de l'organisation? Une des conditions de succès qu'on va vraiment avoir identifié, c'est cet alignement stratégique-là au niveau des compétences critiques, puis de voir comment on peut rendre imputables les leaders. Donc, la stratégie d'affaires, la comprendre, la maîtriser et aligner ses compétences sur celle-ci. Ça peut paraître banal, mais c'est un exercice qui est quand même assez difficile. Surtout dans un monde VICA, dans un monde qui évolue vite, la stratégie est de plus en plus agile. Mais qu'est-ce qu'on devra continuer à maîtriser pour réussir à avancer comme entreprise? L'autre aspect, c'est la culture. Mais la culture basée sur un leadership qui est bienveillant, qui offre des conseils, qui priorise, qui met dans son quotidien, un leader qui va mettre dans son quotidien, ses propres objectifs d'apprentissage et des objectifs d'apprentissage pour ses employés. On n'est plus dans la culture nécessairement du résultat immédiat. On a une tendance à vouloir avoir des résultats avant de développer, dans le fond, la capacité d'avoir des résultats. Dans l'entreprise apprenante, on est dans la recherche, dans le fond, de moyens de réussir par le développement des comportements observables. Ce que Marie-Christine va aller détailler un peu plus tantôt. Un autre aspect, c'est toute la fonction support, où on va pouvoir céduler des temps d'apprentissage, mais structurer aussi des moyens pour repérer les besoins d'apprentissage, ce qu'on va appeler en grosso modo la pratique RH, que ce soit traditionnellement des vieilles matrices de compétences que tout le monde fait, puis que dans le fond, on finit par pas utiliser parce qu'on ne sait pas comment l'utiliser ou parce qu'il est compliqué à mettre à jour.
Donc, mais, fait que là, si je résume, on s'en va vers, on veut avoir une stratégie qui est alignée sur les compétences qu'on a à développer. On va avoir des compétences qui sont alignées sur les stratégies d'affaires. On va avoir une culture forte au niveau du leadership. On va avoir une bonne structure opérationnelle qui va faciliter le développement du talent. Et l'autre aspect qui est assez important, en fait, c'est qu'on va chercher à se mesurer. Ce qu'on ne mesure pas, on ne peut pas l'améliorer. Comment les employés évoluent? Ce qu'on a vu en place dans les cultures, dans le fond, fortes au niveau du développement de talent, c'est que les évaluations de rendement, par exemple, vont davantage être des évaluations de compétences, puis on va davantage se fixer des micro-objectifs d'apprentissage face à des situations possiblement que les gens vont vivre dans les prochains trimestres, par exemple. Est-ce que j'ai quelle tâche ou quel projet que je pourrais développer, mais que je n'ai jamais fait? Alors, on va voir comment les personnes, on cherche à mesurer l'évolution des personnes dans leur développement professionnel. Là, je vais vous amener aussi un autre contexte. C'est quand on réalise, on prend un recul, on dit, bien, comment on va faire pour aligner la gestion de talent sur les enjeux d'affaires? Alors, il faut peut-être se poser les bonnes questions. Et à travers, dans le fond, les différentes composantes stratégiques, lorsqu'on fait un diagnostic ou lorsqu'on se pose ces questions, on veut comprendre l'ambition. Là, ça c'est OK. On veut comprendre l'ambition, dans le fond, autant la vision d'affaires que l'ambition du président ou de l'équipe de gestion. Quelles sont les différentes stratégies? Est-ce qu'il y a des acquisitions qui s'en viennent? Est-ce qu'il y a des nouveaux produits qu'on doit développer? Tout ça va influencer la lecture qu'on doit faire des compétences ou de notre portefeuille de compétences actuelles. Et ce qui est intéressant, c'est d'être capable de les connecter, de voir, puis de réfléchir à ces enjeux-là. Un des aspects qu'on va regarder aussi, c'est tout ce qui est la mission, la niche d'affaires. Parce que dans cette mission, dans cette niche d'affaires, dans le métier, dans l'expertise pointue de l'entreprise, on a les compétences distinctives qu'on veut continuer à développer. Dans l'exemple que je vous ai mis là, on travaille à rechercher les éléments de différenciation. Les éléments de différenciation, dans le fond, ce sont les critères concurrentiels. Qu'est-ce que l'entreprise fait de différent de ses concurrents? Mais par exemple, dans cette entreprise, c'est cette proximité-là avec les clients, qui est souvent le propre de la petite entreprise, où j'entretiens une relation particulière, je suis capable d'offrir une relation personnalisée. Quand on fait l'analyse, dans ce cas-là, par exemple, on a vu que le savoir-faire technique était un enjeu parce qu'on avait une personne qui était très compétente et qui est une des seules à maîtriser, dans le fond, les aspects subtils qui font la réussite de l'entreprise en affaires. Donc, on veut comprendre aussi les changements anticipés, les développements nécessaires pour que l'entreprise soit plus compétitive, puis aussi la performance. Si on est en une santé financière qui est très difficile, ça influence beaucoup la capacité de l'entreprise à investir dans le développement des talents. On a d'autres urgences, on a probablement une réflexion à faire beaucoup plus en profondeur sur l'état de notre modèle d'affaires. Dans la poursuite de la recherche, dans le fond, de nos compétences clés reliées à notre stratégie d'affaires, à nos besoins organisationnels, on s'en va vers les grandes fonctions. Dans le fond, est-ce qu'on est capable de transmettre? Est-ce qu'on a des enjeux de transmission ou d'utilisation de compétences ou d'acquisition de compétences à travers les grandes fonctions de l'entreprise? Puis on peut se poser ces questions, tout comme un individu peut se poser ces questions. Qu'est-ce que l'entreprise devrait cesser, commencer et continuer à faire? Ce que j'appelle les 3C, en lien avec les fonctions pour pouvoir continuer à avancer. Comme par exemple, dans la recherche et développement, de cette entreprise, je ne l'ai pas donné à une entreprise précise, mais c'est un cas quand même assez réel. On se donnait une note de 3 sur 5, on dit, bon, on a des enjeux là. Qu'est-ce qu'on devrait commencer à faire? Bon, on n'a pas une bonne gestion de projet. On ne maîtrise pas bien notre cycle de développement de produits. Là, mais quand on creuse dans le cycle de développement de produits, il y a une pléthore de compétences, de savoir-faire qui sont à transmettre. Parce qu'on a soit parfois un seul individu, soit parfois parce qu'on n'a même pas la compétence en interne qu'on doit aller chercher pour nous aider à faire avancer, avoir une meilleure recherche et développement. Maintenant, en fait, ça va très vite. Je réalise dans le fond que je parle vite, mais comment poser les bases d'une réflexion? Ce qu'on va appeler la maturité de l'entreprise globalement. Vous avez bien compris, dans le fond, l'idée que la stratégie d'affaires doit être bien alignée sur les compétences.
et vice-versa. Mais maintenant, est-ce que j'ai des gestionnaires qui sont assez matures pour le faire? Et là, ici, on pourrait, et on peut regarder, par exemple, poser ou sonder les gestionnaires à travers leur perception sur comment eux vont réussir et comment eux interviennent dans le développement du talent des personnes. Des questions, des exemples de questions ici, est-ce que les gestionnaires ajoutent constamment des éléments de défi aux tâches des employés? Est-ce qu'ils vont privilégier des petits apprentissages dans l'action? C'est des exemples, il y en a peut-être une trentaine de questions, mais en fait, on veut comprendre l'état de santé de nos gestionnaires à travers, dans le fond, leur leadership en développement de talent. Est-ce qu'ils sont capables de créer cette relation de confiance? C'est là que Marie-Christine, toi, tu vas faire un beau lien avec ce que j'ai mis comme base pour aujourd'hui. L'autre aspect, on sait que c'est les employés. Ce n'est pas juste les gestionnaires, c'est aussi les employés. Est-ce qu'eux sont capables de prendre en charge? Est-ce qu'ils sont dans un état? Est-ce qu'ils sont dans le désir d'apprendre? Est-ce qu'ils veulent, dans le fond, se développer? C'est aussi des questions qu'on doit poser. C'est sur ces bases-là, à savoir, dans le fond, si on a un grand écart par rapport à la maturité, qu'on devra travailler en premier. Donc, travaillons sur le leadership et non pas nécessairement sur les pratiques en premier. Travaillons sur les employés et sur leur désir d'apprendre. Puis après ça, on va développer les pratiques. Et une fois tout ça bien fait, regardons qu'est-ce qu'on peut mesurer pour mieux avancer. Maintenant, je vous laisse cette image-là, puis je laisse la parole à Marie-Christine. Vous voyez que c'est deux danseurs de tango. Puis ce que j'exprimais un peu en disant que, en fait, ça se passe en couple, cette affaire-là. C'est pas juste le fardeau du gestionnaire, parce qu'on sait que le gestionnaire manque de temps, puis qu'on sait que c'est difficile. Il faut que l'employé s'amène, puis ce qu'on voit vraiment dans les entreprises qui avancent bien, c'est que l'employé se responsabilise quant à ce qu'il doit développer. Les stratégies, ça se fait ensemble. Marie-Christine, je te laisse la parole. Merci. Donc, merci Patrick. Donc, je vais continuer sur cette belle lancée. Donc, en fait, on a une danse de tango. Cette danse de tango peut se faire entre employés, gestionnaires. Cette danse de tango peut se faire aussi entre gestionnaires et RH qui doivent avoir une collaboration, se lancer la balle, puis vraiment faire une grande stratégie pour vraiment coucouner, accompagner les employés pour qu'ils restent, qu'ils soient performants et qu'on ait des entreprises qui aient de plus en plus de valeur. Donc, la responsabilité partagée, donc on va regarder justement se connaître soi et les autres. On va regarder l'entrevue de gestion de talent. On va regarder aussi l'harmonisation des inspirations et de la motivation, puis la mise en place d'un plan de développement. Pour aller, en fait, plus pour se mettre dans le contexte, c'est que bien sûr, avec la COVID qui est arrivée, la pénurie de main-d'œuvre, on va revenir, on teste notre capacité à s'adapter avec l'écran qui change comme ça. Donc, on a vraiment des managers qui ont de plus en plus de pression. Les exigences sont là. Dans le passé, on était beaucoup à dire, on était plus patient par rapport à nos employeurs, par rapport aux gestionnaires. Maintenant, c'est vraiment pas long que l'employé décide d'aller ailleurs quand l'entreprise ne fait pas, mais le joueur clé est beaucoup le gestionnaire, donc le ou la gestionnaire. Donc, c'est là qu'on va investir énormément à ce niveau-là. Donc, on veut outiller notre gestionnaire. Ça devient un incontournable. Il n'y a pas besoin d'être parfait. C'est comme un parent, il a besoin d'être good enough, d'être assez, d'être bien, mais aussi d'avoir un souci sincère d'accompagner ses employés vers une meilleure performance. Donc, si on, je vais passer à l'autre
slide. Donc, si on regarde on va regarder un petit peu les étapes pour avoir une entrevue motivationnelle vraiment super percutante, puis ben, toujours en ayant en tête de garder nos employés. Donc, au départ, on va regarder en tant que gestionnaire, comment est-ce qu'on peut être mieux se connaître. Puis, mieux se connaître, là, ça peut être, ça peut avoir l'air un petit peu plus, comment dire, abstrait pour certains, mais c'est le point de départ à dire, ben, comment est-ce que je suis bâti, puis quel va être mon impact, l'impact de mon leadership sur les autres, sur les membres de mon équipe. Un élément par la suite, c'est de dire, ben, on va mesurer. On a des collaborateurs comme Celarcia qui vont être beaucoup dans la mesure par rapport à l'équité salariale, qui vont être vraiment dans du hard au niveau des employés pour être équitable. Maintenant, l'équité, que ce soit, pas juste l'équité salariale, il y a plusieurs éléments qu'on va regarder dans la mesure. En fait, la mesure nous permet d'être juste, si on peut dire. Alors, ce qu'on va regarder souvent dans cette mesure-là avec, par exemple, Atman, c'est qu'on va regarder le talent naturel, mais aussi ce qu'on veut faire dans la mesure, c'est qu'on veut regarder ce qui est observé sur le terrain en termes de performance. Donc, on va avoir vraiment une image claire de la situation et ça va nous amener dans un entretien motivationnel où on va pouvoir faire un bilan des compétences, mais pas seulement un bilan des compétences à savoir où est-ce que ça va pas bien, puis on va travailler ça. Non, le premier aspect, c'est de dire où est-ce que ça va bien. Quelle est notre valeur ajoutée? Puis cette valeur ajoutée-là, cette valeur ajoutée-là, je vais vraiment la mettre de l'avant, je vais rayonner avec ça. Et l'autre élément, c'est de dire qu'est-ce qui me fait le plus mal, puis qu'est-ce que je vais développer, mais d'une façon stratégique. Donc, il y a une stratégie d'entreprise, mais l'employé doit apprendre aussi à faire une stratégie pour son propre développement, pour sa propre contribution. Et l'élément, ben là, c'est beau d'avoir une discussion, d'avoir une conversation, puis de cibler. C'est important par la suite de cibler des choses, de faire des choix, de décider qu'est-ce qu'on va faire, d'avoir des objectifs, comme pour l'entreprise, puis par la suite de prendre en charge, de devenir imputable de son propre développement. Donc, c'est ça qu'on va voir un petit peu plus dans le détail. Donc, le premier élément, c'est la connaissance de soi. Donc, la personne RH versus son employé, en fait, gestionnaire, doivent être conscients des caractéristiques de cette personne-là. Donc, en tant que gestionnaire, est-ce que j'ai une capacité à bien gérer le stress? Bon exemple, aujourd'hui, on est moins en contrôle des petits pépins, à savoir au niveau technologique, jusqu'à quel point je suis capable de gérer ce stress. Quelles sont mes forces en tant que gestionnaire? Où est-ce que je peux être une pression pour mes employés? Est-ce que je suis une pression parce que je suis très créative et j'ai des employés qui sont un petit peu plus, qui ont besoin d'un peu plus d'encadrement? Est-ce que je suis une pression parce que je donne beaucoup, beaucoup d'encadrement, puis j'ai des employés qui ont besoin d'être libres? Est-ce que j'ai vraiment besoin de rayonner en tant que gestionnaire, prendre l'attention? Quel sera l'effet sur mes ressources? Donc, ce sont des activités comme ça qu'on va regarder, d'une réflexion qui est importante à faire, des éléments aussi en tant que gestionnaire, quel est mon niveau de sensibilité par rapport à la critique. Donc, est-ce que je vais être plus en résistance quand on va me faire un commentaire ou est-ce que je vais embrasser le commentaire et à la limite être reconnaissant de pouvoir me développer autant avec le client que son employé. Donc, c'est regarder vraiment de mieux se connaître à ce niveau-là, mais aussi de voir l'impact qu'on va avoir sur nos ressources. Quand on parle d'impact sur nos ressources, c'est qu'on va aller, je vais aller à l'autre slide. Donc, on veut regarder soi, mais je dis souvent, toute seule, on est parfait. C'est beaucoup en interaction avec l'autre qui va avoir où on va retrouver des défis. Donc, si on a un tempérament, par exemple, un petit peu plus conciliant, puis on arrive avec des employés qui ont une tendance un petit peu plus alpha, un peu plus dominant ou dominante, comment est-ce qu'on va réagir? Donc, c'est de voir aussi l'impact des interactions des différents membres de son équipe, de voir aussi quels sont les membres qui vont contribuer d'une certaine façon. Patrick a parlé tout à l'heure là, de R&D, de gestion de projet. Ben justement, quelles sont les personnes qui ont ces meilleurs talents
pour faire de la gestion de projet et supporter la stratégie, les projets d'entreprise, les projets de développement de l'entreprise. Donc, c'est ça qu'on va avoir. On va avoir un regard stratégique sur les talents. Puis, bien sûr, de regarder d'une façon à dire, ben on a notre talent naturel. Oui, on peut développer certaines choses, mais c'est tellement plus facile quand on est dans notre zone de confort. Je compare toujours à dire, ben quand on est à compte courant, ça va pas, c'est toujours difficile, là, ça prend beaucoup d'énergie pour avancer. Par contre, quand on est dans le courant, vraiment, il y a une facilité, on a plus de plaisir, on se sent plus motivé, etc. C'est vrai pour vous, c'est vrai pour vos équipes. L'autre élément aussi par rapport à vos équipes, c'est que quand on a cette confiance de dire, ben moi, j'ai moins de telles caractéristiques, j'ai moins cette capacité à aller vers les autres, à faire du réseautage, à bien structurer mes activités, ben ce que je vais faire, c'est que je vais transférer certaines responsabilités aux employés, je vais gérer les résultats, mais vraiment, je vais avoir des employés qui vont supporter puis qui vont compléter certaines caractéristiques que je ne possède pas. Donc, c'est valorisant pour les autres. Les gens prennent en charge, ils deviennent imputables et ça fait vraiment un beau petit mélange. Donc maintenant, quand on parle on était dans le talent naturel. Maintenant, ce qu'on veut faire aussi, c'est de mettre l'accent sur le développement des compétences. On en a parlé tout à l'heure. Donc, on veut, comme entreprise, grandir, comme individu, comme gestionnaire, on veut grandir et comme individu, c'est très important de le faire aussi. Donc, il y a 2 raisons pour le faire. La première, c'est donc, retenir nos employés. J'avais vendu la mèche tout à l'heure, mais une petite statistique, 95 des travailleurs considèrent la possibilité de changer d'emploi. Ça, c'était en 2021 et c'était la source de monster.com. Donc, on veut les retenir. On veut pas être en situation de panique, réagir. On veut vraiment avoir un système où les gens s'émancipent, où vraiment l'organisation s'élève en même temps que l'employé et vraiment c'est une danse à deux, c'est un tango qui est valorisant, qui est gagnant pour chacune des parties et c'est ce qu'on veut faire. Donc au niveau de la rétention, aussi, un autre élément par rapport à la rétention, 94 des salariés resteraient dans leur organisation plus longtemps si celle-ci investissait dans leur formation professionnelle. C'est pas seulement la tendance, c'est simplement humain, ce désir de grandir, de se développer. Mais comme Patrick disait, c'est un muscle. On ne peut pas juste en parler et on va en discuter justement. On va regarder tout à l'heure à ce sujet. L'autre élément aussi, pourquoi on doit développer nos employés, c'est qu'on a de moins en moins l'embarras du choix. Moi, mes clients vont me dire, ben Marie, il y a des employés il y a 2 ans, j'aurais jamais embauché avant la pandémie et maintenant, ben je veux dire, on se garoche dessus. Donc, nos critères ont changé. On doit développer les gestionnaires pour les accueillir, ces employés qui sont moins préparés. Et ces employés, on doit avoir déjà un plan d'action. On ne veut pas juste combler une chaise, on veut vraiment remplir une chaise, on veut que cette personne-là contribue et le plus vite possible et soit imputable de ça, soit responsable de ça. Un autre élément aussi, c'est que comme stratégie, c'est de s'assurer que comme organisation, on va amener un environnement qui va être favorable au développement. Ici, c'est une petite image. En fait, c'est un petit, vous voyez le petit bonsaï tree là, qui est sur la branche au milieu de l'eau. Il est très mignon, mais il est vraiment à même pas 10 de son potentiel de grosseur. En fait, c'est un arbre qui aurait dû être beaucoup plus grand, beaucoup plus majestueux, si on peut dire. Et là, on le voit tout petit. Soyez, en tant qu'organisation, un environnement qui n'est pas hostile, mais qui est justement, qui va permettre de croître. Soyez comme gestionnaire un environnement qui va permettre que la personne grandisse plutôt que d'être cet environnement hostile. Donc, petite image. Maintenant, si on regarde, quand on parlait de développer, il y a une première étape qui est très importante et ça n'a pas besoin d'être plate. Ça n'a pas besoin d'être ennuyeux. On a une partie où on veut regarder le talent naturel, j'en ai parlé tout à l'heure, mais il y a une autre partie
ou on va être dans l'évaluation des compétences observées sur le terrain. Donc, pourquoi les deux sont importantes? C'est que, c'est justement cette notion d'énergie, jusqu'à quel point ça va être facile d'exécuter une responsabilité, d'effectuer une activité. Et de l'autre côté, c'est jusqu'à quel point je la démontre sur le terrain aujourd'hui. L'autre élément aussi de la mesure, c'est d'avoir des mots pour dire vos gestionnaires n'ont pas de doctorat en psychologie, n'ont pas, parfois ont monté les échelons et sont arrivés comme gestionnaires avec très peu de compétences humaines, en fait, qu'ils ont appris ou certains en ont développé, bien sûr, mais plusieurs arrivent avec des expériences ou des connaissances limitées en tant que gestion d'humain. Ce qu'on veut, c'est d'avoir une mesure qui soit vraiment objective, qui permette de voir d'une façon objective les éléments observables pour permettre d'avoir une conversation qui soit juste. Mais on va voir tout à l'heure que les perceptions parfois méritent d'être discutées et c'est ce qui est en fait par rapport à l'entrevue motivationnelle. Ce sont les bases pour avoir une conversation très enrichissante et intéressante. J'ai parlé potentiel, on a parlé d'éléments observables. Dans le fond, ce qu'on veut savoir, c'est jusqu'à quel point les gens sont performants et jusqu'à quel point il y aurait du potentiel. Ce sont deux actes et des fois, on peut avoir des gens qui ont beaucoup de potentiel avec une performance très, très, très moyenne, parfois médiocre. Donc, ce qu'on veut faire ici, un petit tableau, on pourrait passer des heures sur ce tableau-là, mais c'est simplement vous sensibiliser à l'importance de regarder dans vos organisations qui sont ceux qui ont une bonne performance, mais aussi qui ont un potentiel intéressant. Puis il y a un potentiel pour maintenant, mais aussi pour le futur de votre entreprise. On parlait de valorisation tout à l'heure. Souvent, on va regarder notre technologie, on va regarder nos finances, on va regarder vraiment des aspects de R&D, etc. Mais on a la mauvaise habitude, souvent comme organisation, d'oublier nos employés. Et il faut vraiment le voir comme du capital, le voir. Nos employés sont nos pépites d'or. Sans nos employés, la valeur de nos entreprises est vraiment réduite. Donc, c'est vraiment d'y ramener une juste valeur et de s'assurer qu'on protège cet actif qui est nos employés. Mais il y a un actif qui est encore plus important, ce qui est par rapport aux employés qui sont beaucoup plus performants et qui ont un meilleur potentiel. Donc, le rectangle bleu foncé, là, c'est là qu'il faut vraiment se concentrer. Ça ne veut pas dire qu'on ne se concentre pas sur les autres, mais il y a beaucoup d'amour à mettre là-dessus. Puis souvent, ce sont ceux qui vont très bien et qu'on oublie parfois de valoriser, qu'on oublie de pousser encore plus loin en leur donnant des nouveaux défis. On peut avoir une paresse dans toute l'action, dans toutes les activités qu'on a. On va aller à éteindre des feux et on oublie ces stars ou ces gens qui font de notre entreprise une entreprise d'exception. Donc, on veut maintenant aujourd'hui avoir une énergie qui soit mise là-dessus en disant quels sont les défis que je vais lui donner, quels sont les rayonnements, quelles sont la contribution, comment est-ce que je vais développer ça, comment est-ce que je vais avoir une discussion sur la relève, comment est-ce que je vais m'assurer de ne pas perdre mes pépites d'or pour maintenir la valeur de notre entreprise. Donc voilà, je n'irai pas plus loin là-dessus. Donc, j'ai parlé de mesures, mais il y a différentes choses qu'on va mesurer avant l'entrevue motivationnelle. Donc, dire, ben regarde, moi, je veux avoir les compétences. Patrick nous a parlé des compétences qui sont associées à la stratégie. Donc, on va ramener ça. On va dire, ben ça, c'est important de vraiment à l'ensemble de l'organisation, quelles sont les compétences qui vont s'appliquer à tous pour nous assurer d'atteindre nos objectifs stratégiques. Donc, ça c'est un élément. Donc, justement, on parlait d'un nouveau produit tout à l'heure. Peut-être que dans le nouveau produit, on pourrait avoir des compétences qui sont associées à l'adaptabilité parce qu'on sait que dans un nouveau produit, ça bouge, etc. Ça pourrait être l'orientation vers les résultats. Il y a plusieurs éléments qu'on peut, mais c'est bien important de ramener cette stratégie à des compétences très, très spécifiques et à dire, ben justement, est-ce que ça va être applicable à l'ensemble des employés? Est-ce que ça va être applicable à un poste, une fonction en particulier? Ou est-ce que ça va être applicable à un individu? C'était bien important de le situer.
Donc, on a au niveau de l'entreprise, j'ai parlé aussi du poste. Il y a 2 éléments par rapport au poste. Vous voulez, au départ, identifier quelles sont les compétences qui sont clés dans votre organisation par niveau de poste. Compétences, par exemple, gestionnaire stratégique, gestionnaire opérationnel, professionnel. Donc, on va mettre des bases, des blocs de compétences qui vont être la base. Et par la suite, on va y ajouter des compétences qui sont associées à au secteur d'activité. Ça, dans les plateformes d'évaluation, là, vous avez, on va appeler des job fit, par exemple, il y a beaucoup de compétences qui sont associées à ça, au job fit. Donc, maintenant, on va regarder aussi un élément, pour moi, une petite mine d'or qui envoie un message clair à nos employés, vous êtes important. Et ça, en fait, c'est de regarder, on va évaluer les compétences qui sont spécifiques à l'employé. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? C'est que on est dans quelles sont les compétences qui vont être une valeur ajoutée? Puis là, j'ai des beaux exemples, personne qui va être vraiment plus extravertie, on va lui confier des responsabilités qui sont associées à l'efficacité en réseautage. Une personne qui a une très, très bonne capacité intellectuelle, on va lui donner des défis d'analyse et de traitement de l'information. Même si elle est dans la ligne de montage, cette personne-là, ce qu'on veut, c'est voir ses talents, qu'elle soit démontrée ou que ce soit vraiment un talent naturel, mais on veut les faire ressortir pour en bénéficier et pour que l'employé soit satisfait et reste chez nous. Donc ça se trouve à être de regarder la valeur ajoutée. Aussi, un élément, c'est qu'on veut regarder à dire, parfois, c'est pas dans notre poste ou dans la culture, mais on veut regarder quelles sont les compétences qui représentent un enjeu pour cette personne-là. Puis là, j'ai quelques exemples. Souci du détail, suivi des clients, confiance en soi, gestion du stress, travail d'équipe, ouverture à la critique et au coaching, tolérance à l'ambiguïté. Ce sont des thématiques qui vont pas toujours s'intégrer dans les postes ou dans l'organisation, mais qui peuvent faire mal beaucoup à un employé. Et ce qui est intéressant, c'est que si on travaille une compétence spécifique, ça va avoir des effets bénéfiques sur un ensemble d'activités. L'autre chose aussi, c'est que vous devez préparer la relève. La préparation de la relève est un bon moyen d'envoyer un message que les gens se voient à long terme chez vous dans votre organisation. Donc, on va intégrer aussi dès vraiment plusieurs années avant les changements. Parfois, ça peut être une seule année, mais de parler de stratégiques de plus haut niveau, plus complexe, planification stratégique, vision stratégique, parler de réseautage, d'amener des employés à dire, ben là, il faut que tu sortes davantage, il faut vraiment que tu développes un réseau, étant donné que tu auras vraiment un poste où tu représenteras notre entreprise sans être dans de la vente pure et dure, confiance en soi, etc. Donc, ce sont des compétences qu'on peut regarder. C'est une mine d'or quand on parle des forces, des éléments qui vont faire mal, qu'on va développer, qu'on va adresser, mais aussi de préparer la relève. Donc, voilà pour ce petit tableau. Maintenant, on est dans l'entretien motivationnel. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'on sait que l'employé maintenant a besoin de donner du sens à son travail. Il veut être bien, il veut être heureux. Il veut sentir qu'il y a de la diversité, que c'est équitable, qu'on inclut les gens. Mais l'équité est très importante. C'est pour ça que je parlais de la mesure, l'équité salariale, comme avec Solarcia. Donc, on veut vraiment être dans un mode sain, une entreprise saine qui va mettre les bases pour des entretiens motivationnels où les gens vont se sentir en sécurité. Donc, on va regarder beaucoup le sentiment de pouvoir rayonner. Comment est-ce qu'on va rayonner dans l'organisation? Simplement un petit élément, c'est qu'on a parlé du potentiel, on a parlé de ce qu'on démontre, mais aussi dans la vie des individus, aussi il y a les intérêts qu'il faut regarder, les besoins du moment. Est-ce que la personne vient d'avoir un enfant? Est-ce que la personne a un enjeu de santé? Est-ce qu'elle aura besoin de télétravail à cause de son enjeu de santé? Donc, c'est de voir, justement, on a tendance parfois à vouloir motiver, à penser vouloir garder des gens à cause en fait, en fonction de qu'est-ce qui nous motiverait, nous?
grosse erreur. Ce qu'on veut, c'est bien comprendre ce que l'employé a, ce dont elle a besoin. Donc, quand on parle de la personnalité, c'est des besoins qui sont plus intrinsèques, des besoins qui vont avec ce qu'ils sont naturellement. Quand on parle d'intérêt, on est plus à dire, ben selon le niveau de la vie, des fois c'est une séparation, des fois ça peut être un nouvel enfant, etc. On va avoir des intérêts qui vont être différents, mais ça, il faut les adresser. Et il faut tenter de trouver dans notre système, dans notre environnement, des leviers pour que la personne soit comblée au moins en partie dans les aspects qui sont importants pour elle. Donc, quelques exemples, stimulation intellectuelle, entraide, innovation, performance, etc., liberté d'action et bien d'autres. Donc, voilà pour les intérêts à ne pas oublier. Petit élément, donc quand on est dans l'entretien motivationnel, c'est important d'enrichir les conversations, de ramener les talents naturels. Je pense que j'en ai assez parlé. Donc, de ramener ça à la base, à dire qu'est-ce qui me prend le moins d'énergie pour contribuer à l'organisation. Donc, c'est ce qu'on va regarder. Ce qu'on veut faire, c'est, j'ai parlé de faire le bilan, faire le bilan des compétences, à savoir qu'est-ce qui est démontré, qu'est-ce que je fais bien, qu'est-ce que je fais moins bien. Mais avec ça, il y a une fonction qu'il faut ajouter. Encore une fois, la notion d'effort naturel. Quand on est dans du talent naturel, on a moins d'efforts, j'en ai parlé tout à l'heure. Justement, parfois, quand une compétence est moins bien démontrée, ce qu'on va se demander, c'est jusqu'à quel point ça va me prendre beaucoup d'énergie pour la développer. Donc, ce tableau, en fait, c'est pour sélectionner ce sur quoi on va travailler. C'est que si on a une compétence qui me prend peu d'efforts, c'est un talent naturel, puis ben, j'ai des beaux gains potentiels intéressants pour l'organisation, ben, on va les appeler des rayonnements. Dans les rayonnements, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le volet, comment est-ce que je vais contribuer à mon équipe et à mon organisation. Et l'autre élément, c'est que je vais regarder comment est-ce que je vais m'émanciper professionnellement. On s'élève en même temps que l'organisation, l'employé et l'organisation. Et les RH sont là pour encadrer les processus, supporter les individus pour qu'ils soient meilleurs à s'élever, pour qu'on soit meilleurs à s'élever ensemble. Donc, les rayonnements sont extrêmement importants. On a trop tendance à miser sur ce qui ne va pas bien. Il faut s'assurer de miser sur le talent naturel et aussi sur ce qui est démontré sur le terrain pour en bénéficier davantage et arrêter de penser simplement, on n'a pas le choix d'être créatif maintenant dans nos organisations parce on manque de personnel très, très souvent. Donc, ce qu'on veut, c'est dire cette personne-là, comment est-ce que je la développe, mais comment est-ce qu'elle pourrait contribuer dans d'autres secteurs d'activité même ou comment est-ce que ces talents naturels pourraient nous apporter quelque chose en tant qu'organisation, mais pas uniquement en marketing, en vente, puis que ce soit cloisonné. L'autre volet développement, c'est de regarder maintenant quels sont les éléments que je maîtrise moins, qui ne sont pas encore parfaitement maîtrisés, mais où est-ce que j'ai quand même un talent assez naturel, pas besoin d'être vraiment très naturel, mais assez naturel pour s'assurer que ça ne soit pas trop d'énergie pour avoir un certain gain, un gain X. Donc, il y a des choses qui sont à dire, ben regarde, déléguez le don tant qu'à mettre de l'énergie sur quelque chose que vous n'êtes pas ou vous êtes très, très loin, vous n'êtes pas naturel. On est une équipe et on veut travailler ensemble dans ce sens-là plutôt que s'imposer de tout faire. C'est un peu dans cette optique-là. Donc, voilà pour ça. Maintenant, une fois qu'on a regardé, on a fait le bilan, on a identifié justement là où ça pourrait être plus stratégique en termes de contribution, de rayonnement, d'émancipation, puis de l'autre côté, qu'est-ce qui serait plus stratégique à développer, ce qui nous fait le plus mal, puis ça serait pas si exigeant en termes d'énergie à développer. Bien, maintenant, on est dans un plan d'action. Et dans le plan d'action, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut être dans, justement, on choisit la compétence. On va aussi aller par sous-compétence. Je vous donne un exemple, bien, justement, dans ce qu'on voit ici dans la présentation. L'adaptabilité, ça peut être un défi d'ingéniosité, mais ça peut être aussi un défi d'adaptabilité aux autres. Quelqu'un qui a une tendance à imposer ses façons de faire, par exemple. Donc, on peut cibler cette sous-compétence d'adaptabilité. On ajoute un objectif stratégique. Ici, c'est déjà développé pour vous. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier quels sont les moyens, les mises en action, les actions, être
encore une fois, Patrick parlait que c'est un muscle. Donc, il faut s'entraîner, faut vraiment créer des habitudes, des nouveaux comportements. Et c'est ce qu'on va faire, c'est ce on va s'engager de faire en sélectionnant ces mises en action. Et après aussi, ben, on va s'informer. Ça va partir un petit peu plus du vin dont Patrick parlait. Donc, savoir avoir cette connaissance-là qui vont nous supporter par rapport à des articles, des vidéos, des blogs, donc avoir sélectionné les outils en fait d'acquisition de connaissances pour justement mettre en action, mais aussi savoir avoir les bases. Souvent, par exemple, la diversité, ben, gestion de la diversité, il y a des connaissances qui sont importantes à avoir pour faire une bonne gestion de la diversité. Donc, ce sont des éléments qu'on va aller chercher. Donc, c'est important de regarder, de choisir ses objectifs stratégiques, de voir les ressources, mais bien encore plus important, c'est de s'assurer de suivre et d'exécuter son plan pour avoir par la suite réévalué à dire où est-ce qu'on est rendu maintenant. Donc, au départ, on a cette conversation, c'est agréable, on a vraiment ce respect de l'employé, on est vraiment dans une phase où comment est-ce qu'on peut vraiment motiver la personne et il vient un moment où on dit, ben là, c'est qu'est-ce que tu vas faire, comment est-ce que tu vas te mettre en action et maintenant, ben la balle est dans ton camp et tu n'as pas le choix de prendre en charge ton développement. Puis après ça, ben on va te supporter, mais ça vient de toi. Il faut que ça vienne de toi, ce développement-là, où il faut vraiment sensibiliser l'employé, s'assurer qu'il associe son développement à son propre, en fait, que c'est lui qui a les leviers pour y arriver au final, qu'on donne les outils, mais ça doit venir de la personne. Donc, alors voilà, si on regarde en termes de valoriser son entreprise par l'instauration d'une culture, ben il faut avoir une stratégie claire et partagée qui se réalise au quotidien. On doit avoir un gestionnaire outillé pour être bienveillant et performant. Donc, ça se travaille, vous n'avez pas besoin d'être parfait, avec bonne connaissance de soi, bonne connaissance des autres, très important, de la bienveillance, un environnement qui facilite ça. Donc, des employés bien traités qu'on développe en continu dès l'intégration. Et bien, avoir des employés heureux, ça va donner des employés heureux et une organisation performante et rentable. Alors, je vais passer la parole à mon collègue Frédéric. Wow, merci Marie-Christine. Patrick, tu peux peut-être te réactiver. Bon, génial. Allô, Patrick. Contenu hyper intéressant, stratégique, plein d'idées, d'outils. J'adore. On a des questions dans le clavardage. La première, moi, je la trouve très intéressante de la part de Monique qui dit, tu sais, l'auto-formation, c'est un concept qui est intéressant. Je sens que les gens embarquent, tu sais, les premiers 2-3 ans, mais comment on fait pour que ça perdure dans le temps, que ça rentre dans notre routine, puis que, tu sais, qu'ils se retrouvent pas, je dirais, si je le traduis bien, complaisant dans cette approche-là, puis que réellement, ça rentre dans leur façon d'apprendre à long terme. Si tu peux, je peux entamer quelques éléments de réponse, mais tu sais, c'est le fameux esprit fixe que je parlais tantôt. Dans le fond, l'état de développement, c'est que c'est pas vrai qu'on arrête d'apprendre. Quelqu'un qui a réellement fait des efforts de formation doit continuer à en faire. C'est un peu comme le propre de l'humain. On dirait qu'on veut moins se casser la tête, puis on devient dans nos concepts, on a comme si on avait tout compris la vie. Fait que moi, j'ai tendance à les ramener à haut niveau, rapidement vers tous les enjeux organisationnels réels et vécus. Donc, mon approche, où ce qu'on va positionner le contexte stratégique, les enjeux, les différenciateurs et quelles sont les compétences, et là, voir où ce qu'ils peuvent, eux, s'intéresser à se développer davantage. Donc, des contributeurs matures, il faut les ramener encore. C'est pas vrai que l'entreprise va cesser d'apprendre. Alors, quelques éléments de réponse. Je ne sais pas si Marie-Christine, tu aurais des compléments? Ben moi, je dirais, on a une responsabilité comme organisation puis comme gestionnaire à donner l'exemple aussi. Encore une fois, on s'entraîne à apprendre, on s'entraîne à se développer. Puis, comme l'entraînement, parfois, on peut avoir, à un moment donné, on perd un peu la motivation. Mais plus on a des complices, plus on a des gens qui sont là, qui parlent développement, qui parlent, plus on a des gestionnaires qui disent, c'est quoi, on l'a manqué celle-là, on a fait une erreur, on va apprendre de ça. Plus on est dans ce growth mindset en tant qu'organisation, plus on va
on va se motiver, là, j'ai le goût de dire crinquer constamment, puis on va créer un élan, si on peut dire, qu'on va maintenir. En fait, c'est vrai ce que tu dis, c'est vraiment le muscle, la création du muscle. Puis ce que j'ajouterais dans le fond, c'est je travaille avec, par exemple, des experts, des firmes ingénieurs ou des comptables, des gens qui sont très experts, très brainy là, dans leur cerveau. Ce n'est pas nécessairement les plus habiletés à transmettre des connaissances. Ça, c'est un enjeu. Regarde-moi aller, mon petit gars, puis tu vas réussir. Mais à cette base-là, il faut les sortir de leur bulle. Les amener à voir, dans le fond, que cette collaboration-là, qui est un concept, va les aider, eux, comme experts, à pouvoir eux-mêmes s'élever. Donc, puis là, c'est le raffinement du partage des connaissances qu'on va travailler, pas juste l'expertise, mais la capacité de transmettre. Dans le fond, les vieux concepts qu'on comprend, mais qui sont souvent mal appliqués, le train the trainer qu'on connaît là, en ressources humaines. Là. Mais c'est comme un expert transmet parce que quelqu'un qui est plus introverti, qui est moins habileté au niveau de la communication, qui a moins de diversité à l'intérieur de sa tête, c'est plus dur pour lui. J'ajouterai un autre élément de réponse qui nous intéresse beaucoup au niveau de l'entrevue motivationnelle. Puis il y a probablement d'autres questions, là, mais juste rapidement, c'est la création du lien de confiance. Cet élément-là, on voit dans le fond est-ce qu'il y a une dynamique de confiance? C'est quoi? Comment on fait pour créer un lien de confiance précis? C'est cette force-là. C'est les fréquences de contact, c'est les fréquences de rencontre. Dans le fond, c'est des actions concrètes portées par le gestionnaire. C'est aussi la pertinence. Est-ce que je sens que ça répond à mon besoin? Parce que dans le fond, on parlait de la danse à deux, là, de tango, mais c'est exactement ça. Est-ce que là, il y a une pertinence, puis l'autre, c'est la richesse. Est-ce que tu peux avoir accès à toute une pléthore d'informations qui me permet, dans le fond, d'aller plus loin et de développer mon intérêt d'apprendre. Voilà. Puis, deuxième question, puis je sais que Patrick particulièrement t'aime cet angle stratégique-là. Comment on fait pour démontrer tout ce qui a été présenté aujourd'hui? C'est hautement intéressant. On met en place une culture de talent, d'apprentissage, de développement continu dans l'organisation. Comment est-ce qu'on fait pour démontrer l'impact de ces programmes-là, du temps qu'on y met sur la valorisation puis sur le volet stratégique de l'organisation là, auprès de l'équipe de direction? Tu sais, la fameuse, quand tu as présenté des chiffres, Fred, là, au départ, là, ces chiffres-là, on s'entraîne aussi à mesurer cet aspect. Tu sais, le talent, c'est la somme d'une série de comportements qui vont atteindre, dans le fond, la fameuse valorisation qu'on recherche. Est-ce que mon chiffre d'affaires par employé augmente? Là, me péter les bretelles comme gestionnaire, comme ressources humaines en disant « j'ai fait augmenter le chiffre d'affaires de 5 % cette année grâce à mon programme de gestion de talent », c'est probablement une très grande fausseté. Parce qu'il y a une série de facteurs qui peuvent faire que le chiffre d'affaires va augmenter, que ce soit la productivité par l'automatisation des processus d'affaires. Mais à la base, dans le fond, l'impact ou le retour sur l'investissement vient de la capacité des gestionnaires à réellement pouvoir faire des tâches encore plus stratégiques. Ce qu'on va appeler en anglais ou dans certains concepts qu'on appelle le delegate elevate. Est-ce que moi, je peux m'élever comme gestionnaire? Est-ce que je suis encore pris à résoudre des problèmes? Juste faire ce constat-là comme gestionnaire, amener tes gestionnaires à prendre conscience, dans le fond, qu'eux-mêmes peuvent faire des tâches à plus grande valeur ajoutée parce qu'il y a plus de talent autour d'eux. La perception, c'est la réalité. Ça peut paraître banal tantôt quand j'ai parlé d'évaluer la maturité, mais quand on demande à des gestionnaires, évalue-moi ton équipe. Puis si on prend une photo jour 1, puis on prend une photo jour 2, ou dans 1 an, dans 2 ans, on voit à travers l'évolution de nos programmes ou des interventions que la perception des gestionnaires par rapport à leurs employés s'est améliorée. C'est des mesures d'impact qui ne sont pas tangibles comme dans le fond, une augmentation du bénéfice, mais c'est une des façons de faire pour mesurer l'évolution des programmes ou le retour sur l'investissement. Puis moi, j'ajouterais, en fait, aussi, on peut se rabattre sur le taux de roulement, la rétention, Net Promoter Score. Donc, il y a des éléments comme ça qu'on peut viser et c'est à travers le développement des compétences ou des habiletés de gestion des individus qu'on peut y arriver. Puis aussi, il y a des mesures où, justement, jusqu'à quel point, il faut se demander en tant qu'organisation, jusqu'à quel point vos employés sont prêts à amener de leurs
leurs amis et de leurs ex-collègues dans votre organisation. Donc, c'est pas une mesure, un chiffre, mais c'est, en fait, on peut quasiment, en tout cas, chez Atman, on peut le quantifier, à savoir quelles sont quelle est l'ouverture à amener les gens chez soi. Mais ça, c'est des gains qui sont extrêmement concrets et c'est uniquement à travers des cultures dont on parle aujourd'hui, des cultures saines et centrées sur le talent qu'on y arrive. Y a-t-il une autre question? Parce que moi, je pourrais continuer encore sur ce point-là, mais il y a peut-être d'autres questions. Tu vois, Fred, si... Oui, absolument. Il y en a une autre, mais je voulais juste conclure aussi sur l'importance pour les organisations de se différencier dans le monde d'aujourd'hui, de ne pas faire comme les autres ou mieux que les autres ou de tenter d'égaliser les autres malgré les budgets, c'est d'être différent puis s'assurer d'avoir les bonnes personnes qui sont dans les bons postes pour les bonnes raisons puis qui ont réellement un désir d'autonomie, d'autodétermination, de participer à une autre densité de talent. Puis pour ça, ce que vous avez présenté aujourd'hui est assurément une des clés. Moi, je le vois dans ma pratique là, au quotidien avec les entreprises. Une autre question qu'on a de la part de Claire et de Joël, est-ce qu'il y a une méthodologie ou bien un outil de gestion de talent qui est utilisé pour la présentation? Tu sais, c'est quoi la méthode qui sous-tend ce qui a été présenté aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a une en particulier ou c'est un cumul de toute l'expérience, les mesures que vous avez mises en œuvre? Ben, Patrick, tu pourras en parler là, de la première partie. Pour ce qui est du développement des talents, là, ce que vous avez vu, c'est l'approche d'Atman qui a été développée, la technologie qui est là-dedans, qui emboîte l'ensemble de la psychométrie, mais aussi des éléments observables, des évaluations, des mises en action, des plans stratégiques. Donc, c'est vraiment le contenu scientifique et contenu riche qui a été développé là, chez Atman, qui a été comme base là, aujourd'hui dans la deuxième partie. Patrick, je vais te laisser. Dans la première partie, c'est sûr que c'est le fruit d'expérience d'intervention, mais on pourrait tracer la voie sur des modèles qui existent au niveau de la gestion d'entreprise. Ce qu'on regarde, dans le fond, c'est la capacité de cascader jusqu'au comportement individuel, les enjeux stratégiques. Puis là, il y a des différents systèmes. Il y en a qui vont s'amuser avec le scaling up là, qui a été popularisé dans les années 90 aujourd'hui, entre autres dans un qui est très bien utilisé, qui permet de faire une bonne photo stratégique pour pouvoir ramener l'imputabilité dans les gestionnaires et les employés. Ça va être le EOS Traction, entre autres. C'est des inspirations. Des inspirations, c'est des guides de gestion d'entreprise. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est d'avoir un cadre stratégique. Ben, là, maintenant, les guides de compétences qui viennent avec, pour moi, à la base, la réelle difficulté, c'est d'identifier pas juste les compétences transversales de gestion, la résolution de problèmes, savoir négocier, savoir influencer. Ce sont, oui, des traits importants à développer pour certaines fonctions, mais c'est réellement de trouver les compétences critiques. Puis celles-là qui sont dures à transmettre, qui s'apprennent dans l'action. Mais donc, il faut probablement, oui, partir d'un terrain plus stratégique pour aller vers le spécifique, mais qui demande beaucoup de travail et de réflexion. Fait que, nous, ce qu'on suggère, c'est de ramener, dans le fond, dans les facteurs clés de succès de la réussite en affaires, le développement de talent. L'amener comme une composante, comme la croissance d'entreprise, l'amener en stratégie d'affaires. Tu sais, on veut faire du développement de clients, on veut faire du développement des affaires, on veut optimiser nos processus, on veut mieux gérer nos talents. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait cette année? L'amener dans le cadre stratégique, c'est déjà un élément intéressant au niveau de son application. Mais EOS Traction, c'était des belles pistes de solutions. Je pourrais envoyer les références à cet effet si vous voulez. Oui, tu travailles beaucoup avec Traction, puis ces outils de gestion stratégique-là qui déclinent après ça. Puis on a de plus en plus, puis avec Marie-Christine, tu l'as démontré aujourd'hui, les outils psychométriques, Atman, ce que vous avez développé, et on est ailleurs, là, actuellement. On travaille tellement au niveau des compétences, des job fit, des culture fit, de tous ces éléments-là qui sont beaucoup plus loin que le test traditionnel psychométrique qui nous donnait la base qu'on tentait d'interpréter. Maintenant, autant en attraction qu'en développement, nous, on utilise toute la panoplie d'outils. C'est plus simple, plus clair,
plus visuel. Fait que, tu sais, on est ailleurs, là. Fait qu'il y a plusieurs outils à votre disposition en Traction, des outils comme Atman, là, définitivement. Donc, écoutez, on est à la fin de notre budget de temps. Merci énormément pour le contenu de qualité, Patrick et Marie-Christine. Merci tout le monde. On avait au-delà de 200 inscrits aujourd'hui. On a eu 150 plus personnes qui se sont connectés aujourd'hui. On a eu un petit glitch au début, on en est désolé. Enfin, on s'est rendu compte qu'il y avait une vingtaine de Frédéric Blanchet, co-présentateurs, qui avaient le pouvoir de changer les diapos et de fermer la présentation. De là, le début légèrement chaotique, mais ça n'a pas affecté la qualité, la haute qualité de la présentation. Merci tout le monde. C'était un plaisir de vous recevoir, puis on a hâte de vous voir dans les prochains événements ONIT collaboratifs. Donc, gardez les yeux ouverts. Merci encore. Bonne journée. Merci. Bye bye. Bonne journée.